Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, avec vous, Madame Derkaoui Rokia. Dans cette vidéo, suite à nos TP concernant le module programmation type par objet, on va faire un TP qui est sous forme de correction d'un examen final pour la PO. Ok, pour le module PO. Donc, c'est un examen. Donc, on va le corriger ensemble. Bien. Et bien sûr, on va faire la pratique sous l'IDE Eclipse. Donc, on va, bon, concernant l'examen, il y a deux parties. Partie question de cours, donc il faut que l'étudiant révise ses cours. Il doit bien comprendre les concepts de la programmation objet qui sont basés sur la notion de classe objet. Donc, il faut qu'il sache, il révise tout ce qui concerne les concepts de la programmation objet, la notion de classe, d'attribut, de méthode, les types de méthodes, les types de classes, ainsi de suite. Bien. Donc l'exercice 1, on a trois questions. La première question, quelle est l'utilité fondamentale des modificateurs statiques et finaux? Discuter les recommandations de déclaration des attributs et des méthodes, d'utilisation de classes abstraites et des interfaces. Troisième question, donner la syntaxe de base pour la déclaration des méthodes par défaut. Donc pour que l'étudiant puisse répondre à ces questions, il doit réviser dans son cours c'est quoi un modificateur et il y a plusieurs modificateurs, entre autres, il y a statique et final. Donc quand est-ce qu'on, c'est-à-dire, quelle est la définition d'un modificateur statique? Et bien sûr, il doit les pratiquer au TP. Aussi pour les classes abstraites, les interfaces, les méthodes par défaut, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, c'est le côté théorique, il faut réviser les définitions, les significations, voir les exemples, ainsi de suite. Donc, la première question, quelle est l'utilité fondamentale des modificateurs statiques et finaux? Donc, on va commencer par le modificateur statique. On utilise le modificateur statique pour déclarer un membre statique qui appartient au type lui-même, plutôt qu'un objet spécifique. C'est-à-dire, le modificateur statique peut être utilisé pour déclarer des classes statiques, dont les classes interface et structs. Vous pouvez ajouter le modificateur statique au champ, aux méthodes, propriétés, opérateurs, événements et constructeurs. Donc déjà, on est en train de voir que le modificateur statique, il peut être utilisé pour les classes, les interfaces, les champs, les méthodes, les propriétés, ainsi de suite. Maintenant, on voit que lorsqu'on déclare un modificateur statique, on n'a pas besoin de créer ou bien instancier un objet. On peut utiliser la classe directement. Les méthodes statiques ont un avantage pratique en cela qu'il n'y a pas besoin de créer un nouvel objet chaque fois qu'on veut appeler, c'est-à-dire cette méthode ou bien cet attribut. Une méthode statique peut être appelée en utilisant le nom de la classe qui la déclare. Maintenant, il y a un lien, c'est-à-dire c'est une vidéo sur la chaîne qui explique très bien cette notion de statique en détail. Donc l'étudiant peut le consulter cette vidéo comme support de révision à ses cours. Donc on va consulter cette vidéo. Je vous donne ici le lien. Donc je vais copier le lien. Je vais laisser le lien dans la description. Ok. Je vais lancer mon navigateur. Je vais coller le lien. Donc j'ai ma vidéo ici qui explique très bien le modificateur ici statique. Salam alaikum. Et bien sûr avec des exemples. Aujourd'hui on va voir les éléments statiques. Le titre. Donc les éléments déclarés avec le mot-clé ou bien le modificateur statique. Donc en programmation objet, un membre d'une classe déclaré avec le mot-clé statique signifie qu'il est possible d'y accéder sans la création ou l'instanciation des objets et sans référence à aucun objet. Les éléments statiques d'une classe sont accessibles directement à l'aide du nom de la classe et ne nécessitent aucune référence d'objet, comme on en a l'habitude. Il est possible de définir trois types d'éléments statiques. On peut déclarer des attributs statiques, des méthodes statiques ou bien des blocs statiques. Pour créer un membre statique, attribut ou méthode ou bloc, on utilise le mot-clé ou bien le modificateur statique avec la syntaxe statique, le type de l'attribut, par exemple, int et le nom de l'attribut. Bien, pourquoi la notion statique? Ou bien, quelle est l'utilité de déclarer un élément comme statique? Le mot-clé statique en Java est un modificateur utilisé pour économiser de l'espace mémoire, c'est-à-dire gain de la mémoire.
Cela aide à gérer la mémoire occupée par les objets, les attributs et les définitions de méthode. Voir un exemple. Donc j'ai créé un projet qui s'appelle statique avec le package statique. J'ai créé bien. Donc on va voir un exemple. Le cas des blocs statiques ou non statiques, ou bien dans les super dans son corps statique, ou bien dans une méthode. Par exemple, pourquoi on utilise la notion de bloc? Si on veut effectuer un calcul pour initialiser nos attributs statiques, on peut déclarer un bloc statique qui est exécuté exactement une seule fois lors du premier chargement de la classe. Donc ici, on touche le gain de mémoire et aussi un code facile. Donc, par exemple, ici un exemple de déclaration, on a un bloc statique avec le mot-clé statique et deux accolades. De l'objet, je vais appeler à l'attribut non statique par son nom directement. Si je compile, j'aurai une erreur de compilation. Donc vous voyez l'erreur de compilation. Donc on est obligé de créer l'objet. Donc A, j'appelle l'objet objet, new A. Donc lorsque j'ai enlevé l'instanciation de l'objet, on remarque ici qu'il y a un message d'erreur cannot make static reference to the non-static field. D'accord? Et j'exécute. Donc on remarque que pour l'exécution, il y a premièrement, donc je dois avoir instancié l'objet, j'exécute. Donc on remarque, je vais ajouter ici l'objet. Objet.y, bien, je vais exécuter. Donc je remarque qu'il y a l'exécution. Premièrement, du bloc statique, il est exécuté avant, c'est-à-dire dans sa classe, avant d'entrer dans la classe main. Il est exécuté très bien, donc je vous laisse le soin. Donc je vous ai montré la vidéo, elle est déjà sur la chaîne il y a longtemps. Donc je vous laisse le soin de la regarder pour réviser la notion statique. Maintenant je termine la correction de mon examen. Bien. Deuxièmement, pour le modificateur final. Pour une méthode finale, le modificateur final signifie que la méthode ne peut pas être redéfinie dans les sous-classes. Ceci est utile lorsque nous voulons empêcher la modification de l'implémentation d'origine. On voudrait garder l'implémentation d'origine, donc on utilise le modificateur final. Quelle que soit la relation entre les classes, l'héritage entre autres, ça ne va pas changer ce code d'origine. Bien. Deuxième question, discuter les recommandations. Premièrement, la déclaration des attributs et des méthodes. Donc on sait que les attributs ou bien les propriétés présentent des données d'une classe. Donc, et les méthodes présentent la déclaration d'une méthode, la transmission de paramètres, l'émission de messages, la surcharge, la signature d'une méthode et le polymorphisme et des méthodes particulières comme les constructeurs, les descripteurs et les accesseurs. Donc, l'essentiel pour déclarer des attributs et des méthodes, il faut, c'est-à-dire utiliser les différents concepts spécifiques selon le besoin de l'exercice. Maintenant, discuter les recommandations d'utilisation des classes abstraites et des interfaces. Donc les classes abstraites et les interfaces ont chacune une fonction. Donc il faut réviser que veut dire une classe abstraite, que veut dire une classe interface. Ça c'est pour un début. Pour l'étudiant théoriquement comprendre que veut dire une classe abstraite et pourquoi on utilise une classe abstraite. La même chose pour les interfaces. Et puis il doit essayer de les pratiquer sous l'IDE, Eclipse ou bien NetBeans pour mieux comprendre le concept. Donc les classes abstraites et interfaces ont chacune une fonction bien distincte. Les classes abstraites servent à factoriser du code, tandis que les interfaces servent à définir des contrats de service. C'est-à-dire, une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être directement instanciée. Donc une classe abstraite encapsule des attributs et des méthodes qui peuvent être utilisés par les instances des classes qui en héritent. Donc la classe abstraite, elle n'est pas on ne crée pas un objet d'une classe abstraite. Pourquoi?
Donc c'est une façon d'organiser nos classes. C'est pour ça, j'ai dit ici, c'est pour pouvoir factoriser le code, c'est-à-dire créer une certaine hiérarchie bien organisée pour se retrouver dans notre programmation. Donc, classe abstraite encapsule des attributs et des méthodes qui peuvent être utilisés par des instances de classes qui en héritent. L'intérêt des classes abstraites est de regrouper plusieurs classes sous un même nom de classe, par polymorphisme, ainsi que de décrire partiellement des attributs et des méthodes communs à plusieurs classes. Maintenant, les classes interfaces ou bien les interfaces, de manière similaire aux classes abstraites ou concrètes, les classes non abstraites, une interface décrit les objets. Donc on dit classe abstraite ou bien classe concrète. Une interface décrit des objets mais uniquement en termes de méthode abstraite. Donc une interface ne peut contenir ni attribut ni méthode implémentée. Le terme héritage n'est pas utilisé entre classe et interface. On dit qu'une classe implémente une interface. Lorsqu'une classe implémente une interface, elle doit redéfinir toutes ses méthodes abstraites ou bien être abstraite. Donc une interface peut hériter d'une autre interface, mais elle ne peut pas hériter d'une classe. Donc la même chose, c'est comme je l'ai dit, donc la classe interface sert à définir des contrats de service entre les classes. Donc toujours pour mieux comprendre en détail, parce que cette vidéo c'est pour résoudre l'examen, et je vais insister sur le diagramme de classe, comment on va l'implémenter sous Eclipse, de l'exercice 2. Donc, je vous laisse le lien pour mieux réviser la notion de classe abstraite et des interfaces. Donc, le lien ici, c'est pour les interfaces. Je vais le copier. Je vais le copier ici, le lien. Je vais vous laisser les 3 liens dans la description. Je vais le copier. Je vais le coller ici. Parce que, normalement, vous devez consulter la playlist de la chaîne et voir la playlist programmation objet. Vous allez trouver toutes ces vidéos. Mais dans cette vidéo, on va voir un concept de la programmation objet qui est l'interface. Donc, définition, une interface est un concept différent de classe car il a des propriétés bien spécifiques. L'interface est un ensemble de méthodes abstraites et de constantes. Donc, elle ne contient. Puis, j'ai déclaré une autre interface forme dessinée qui contient 2 méthodes dessinées et colorées. Donc je vais laisser le temps de voir la vidéo pour mieux comprendre la notion de classe, bien d'interface plutôt. La même chose, je vous donne le lien pour réviser la notion de méthode abstraite, classe et méthode abstraite. Donc la première vidéo sur les interfaces, son titre est concept d'interface en POO, relation entre interface et classe concrète, et aussi ça, c'est le lien pour les méthodes et classes abstraites. Donc, je vais mettre CTRL-C et je vais le copier ici. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de classe abstraite. En programmation objet, une classe abstraite est une classe qui déclare des méthodes abstraites à leur tour. Elle permet ainsi à d'autres classes de s'en servir en héritant de cette classe pour définir un comportement spécialisé. C'est quoi une méthode abstraite? Une méthode abstraite, elle est contenue dans une classe abstraite. Elle n'a qu'une API standard, Application Programming. Globalement, le jeu d'échecs est un jeu des attributs nom, le nom de la pièce, par exemple pion, tour, cavalier, four. Donc la même chose, je vous laisse le soin de consulter la vidéo. C'est une vidéo de 10 minutes, donc vous aurez le temps de bien la consulter pour mieux comprendre. Et aussi, bien sûr, il faut réviser vos cours parce qu'ils sont bien faits et bien détaillés. Bien. Donc je reviens à la résolution de mon examen, bien la correction de mon examen. Donc, bien de l'examen. Donc, la troisième question, bien sûr pour la partie question de cours, donner la syntaxe de base pour la déclaration des méthodes par défaut. Donc il faut premièrement réviser que veut dire une méthode par défaut, puis donner la syntaxe. Donc depuis la version 8 de Java, le Java 8 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée méthode par défaut, qui vous permet de fournir une implémentation par défaut pour les méthodes dans une interface. En d'autres termes, les interfaces peuvent fournir une implémentation concrète pour les méthodes. Par conséquent, les classes existantes implémentant une interface hériteront automatiquement des implémentations par défaut si elles n'en fournissent pas explicitement.
Cela vous permet de faire évoluer des interfaces de manière non intrusive. Donc, vous avez toujours utilisé plusieurs méthodes par défaut, c'est sûr, dans vos travail de façon indirecte. Donc, on utilise le modificateur default en anglais avant le type de retour de la fonction, session fonction, ou bien la procédure session void. Donc, c'est ainsi que vous pouvez dire qu'une méthode est une méthode par défaut. Donc, par exemple, ici, la capsulation publique, default void, et on donne le nom de la procédure. Ou bien public default, type de la fonction string function. Donc ça, globalement, c'est bien sûr le corps de la méthode. Bien, ça c'est pour le modificateur de default. Mais vous pouvez toujours consulter le cours pour mieux comprendre. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice 2 qui est un genre de TP. Donc, soit à la représentation graphique fournie en page 2, répondez aux questions suivantes en tenant compte de tous les liens entre les différentes classes. Donc, premièrement, donnez la représentation graphique la plus convenable à la programmation objet en Java. Donc, comme s'il y a quelques erreurs dans le diagramme de classe, cette représentation graphique, c'est quoi? C'est un diagramme de classe. OK? Donc, c'est un modèle conceptuel de données. C'est un modèle conceptuel de données qui est, c'est-à-dire conçu en orienté objet. Donc, c'est un diagramme de classe qui fait le lien de classe. C'est ça. Ça, c'est un diagramme de classe, ou bien un modèle conceptuel de données. Donc, on vous donne ce diagramme de classe et on vous demande de donner la représentation graphique convenable. Donc, c'est-à-dire corriger les erreurs si on existe ou bien les oublie. Bien. Donc, on va prendre classe par classe. Par exemple, on a la classe ici mère qui s'appelle figure fermée. On a ici un attribut. Vous voyez ici le symbole moins, donc c'est-à-dire l'encapsulation de cet attribut est private. Donc, lorsqu'on a un attribut private, on doit générer les getters et les setters pour pouvoir, bien sûr, y accéder. Donc, ici, on remarque que dans les classes phi, on a rectangle, triangle et cercle. On remarque ici qu'il n'y a pas les getters et les setters concernant. Déjà, il faut générer les getters et setters dans le figure fermée. Et puis, pour les classes phi, rectangle, triangle et cercle, donc je vais donner des remarques pour chaque classe. J'ai écrit cela. Donc, Donc, j'ai écrit cela en détail. Donc, premièrement, je propose, avant de passer à la correction, bien à donner cette représentation graphique convenable, je propose cette représentation adéquate ou bien convenable. Mais elle n'est pas unique. Il peut y avoir plusieurs propositions correctes. Car la conception, si je corrige, car la conception puis la programmation du modèle conceptuel n'est pas unique. C'est selon le développeur et le concepteur. Mais toujours, on peut avoir plusieurs modèles pour un même programme, c'est-à-dire qui fait la même fonction, pour un programme qui fait la même fonction. Mais il y a toujours une meilleure conception et une meilleure programmation, c'est sûr. Pour un même exercice, il faut que... Peut-être que chaque étudiant propose un programme différent, mais c'est sûr qu'il y a le meilleur programme par rapport à d'autres. Donc, il y a toujours une meilleure conception et une meilleure programmation en tenant compte de plusieurs paramètres, et essentiellement les paramètres de complexité, temporelle et spatiale. Lorsqu'on programme ou bien lorsqu'on conçoit, on doit prendre en compte que notre programme va s'exécuter et va donner un résultat. Donc, on aimerait bien avoir le résultat de bonne qualité sur le plan de temps et sur le plan même la gestion, bien l'utilisation des ressources de la machine hard. Donc, et bien sûr, notre conception doit être valide, c'est-à-dire il faut que notre diagramme de classe, dans notre cas, doit être valide. Ce que veut dire valide? Il reflète la réalité. Bien. Donc, maintenant, pour votre cas ici, pour l'examen, il faut que l'étudiant réponde à son exercice selon ce qu'il a vu au cours et au TP. Il doit respecter tout ce qu'il a vu en détail au cours et au TP. Donc, il faut toujours réviser votre cours en détail et bien sûr, pratiquer votre TP et essayer de voir tout ce que le côté théorique que vous consultez sur le cours, essayez de l'appliquer dans vos TP. Bien. Donc, maintenant, je propose une représentation graphique la plus convenable. Par exemple, pour la classe figure fermée, je vois puisque l'attribut nombre de figures, il est de type bien d'encapsulation private. Donc, on doit ajouter les setters et les getters pour cet attribut. Deuxièmement, pour la classe rectangle, il faut ajouter les setters qu'à l'attribut, la même chose. On a le nombre rectangle est un attribut privé. Donc, on doit ajouter les setters. Pourquoi les setters et pas les getters? Je vais voir. Parce que je pense que il y a le getter ici. Non, on a ici. Donc, il faut ajouter les setters et les getters. Très bien. Maintenant,
pour la classe triangle, il faut ajouter les interrogateurs qu'à l'attribut triangle et donc private. L'encapsulation des attributs base et hauteur doivent être d'encapsulation protected parce qu'ils sont utilisés ici. On remarque qu'ils sont utilisés dans ici pour la classe triangle. On a attribut base et hauteur, donc on doit ajouter les interrogateurs. Puis on voit que les bases et hauteurs sont deux paramètres qui sont déclarés utilisés dans le constructeur paramétré qui est triangle. Donc il faut, c'est-à-dire qu'ils doivent être de type protected peut-être. C'est peut-être mieux, ok, c'est peut-être mieux, mais on peut très bien. Maintenant pour oui. Pour la classe cercle, l'encapsulation de l'attribut rayon doit être d'encapsulation protected parce qu'elle est utilisée dans le cylindre, on remarque ici que pour la classe cylindre, pour la classe cercle, on a la classe cylindre qui hérite de cercle. On remarque ici dans le constructeur, il y a l'attribut rayon. Donc pour pouvoir être utilisé, si on va mettre comme encapsulation protected, c'est mieux. Ok. Ici, tout dépend, on peut mettre protected, on peut garder private. Donc, très bien. Donc, ici, il vaut mieux, parce que vous remarquez qu'il n'y a pas d'encapsulation. Donc, on ajoute l'encapsulation protected, parce qu'elle est utilisée ici au niveau de la sous-classe cylindre de la classe mère cercle. Bien. Je termine la correction du modèle. Maintenant, pour la classe carré, il faut ajouter getter, car l'attribut mb carré est donc option private. Changer le paramètre du set longueur en set nombre carré. Ici, ici pour la classe carré, vous voyez que carré elle hérite de rectangle. Donc on a un BR carré, il est de type privé, donc on doit ajouter le setter et le getter. Donc le getter, parce que le setter il existe, mais vous voyez qu'il y a cette longueur. On peut les laisser parce que pourquoi on a l'héritage. Très bien. Et il y a un sort de protected. Très bien. Donc on doit ajouter le getter, très bien. Le getter de longueur, très bien. Très bien. Donc c'est bon. Maintenant pour la classe cylindre, l'attribut rayon est alors utilisé dans le constructeur. Alors le niveau d'encapsulation doit être protected. Ajouter l'attribut hauteur à cylindre. L'encapsulation de l'attribut hauteur doit être d'encapsulation protected. Et on voit qu'il faut enlever l'héritage multiple parce que en Java, l'héritage multiple vous permet de créer une classe qui hérite de plusieurs superclasses, contrairement à d'autres langages de programmation orientés objets populaires tels que C++. Le Java n'autorise pas l'héritage multiple à partir des classes. Java ne prend pas en charge l'héritage des classes multiples car cela cause des problèmes. Donc au lieu de chercher les moyens pour résoudre les problèmes que pose l'héritage multiple, on utilise d'autres concepts comme les interfaces, les classes abstraites, ainsi de suite. Donc vous voyez que au lieu de chercher des moyens pour résoudre les problèmes, il existe de meilleures options pour obtenir le meilleur résultat, comme le cas de l'héritage multiple. Donc l'essentiel, il faut corriger ici l'héritage multiple. Il n'y a pas cet héritage entre le rectangle et le cylindre. C'est-à-dire comme si on remarque que le cylindre, il a deux classes mères, cercle et rectangle. Donc c'est un héritage multiple. On doit l'enlever ici parce que Java ne supporte pas l'héritage multiple. C++, c'est bon. Pour le Java, non. Donc on va l'enlever. On laisse le cylindre comme une fille de la classe cercle. Elle hérite que de la classe cercle. C'est plus logique parce que un cylindre, qu'est-ce qu'il peut bien hériter de rectangle? C'est deux classes différentes. Rectangle, c'est une chose et cylindre, c'est une autre chose, globalement. Mais ça n'empêche qu'il faut enlever la notion d'héritage multiple. Donc, il faut enlever ce lien. D'accord? Bien. Donc, bien. Ça, globalement, c'est ce que j'ai proposé comme une nouvelle présentation. Donc, il faut, dans votre feuille, écrire le diagramme. Il faut dessiner le diagramme ici de classe avec les corrections. Dans mon cas, je vais tracer mon diagramme en utilisant le Reverse Engineering, en intégrant un outil de modélisation UML dans mon IDE Eclipse et je vais tracer le diagramme automatiquement. Je vais vous faire ça dans la prochaine vidéo. Malgré que je peux vous laisser ici ou bien, c'est-à-dire ici, vous pouvez le voir dans la chaîne
j'ai utilisé un outil qui s'appelle Object ID. Il y a plusieurs outils de modélisation UML comme Modelio, comme Star UML. Ici, j'ai utilisé Object ID UML Explorer. C'est un utilitaire qui trace les modules, bien les diagrammes UML, entre autres diagrammes de classe, à partir de son code source. Donc la vidéo ici, elle se trouve ici au niveau de la playlist programmation orientée objet. Donc c'est Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire ce TP sur l'héritage de classe, le polymorphisme et aussi classe abstraite. Donc l'énoncé se présente ainsi. On doit développer pour une chaîne de télévision une application. Donc c'est une vidéo qui utilise l'outil Object ID UML Explorer pour dessiner le diagramme de classe à partir du code source, ok, directement. Voilà, c'est ça la vidéo. Donc, vous voyez le titre de la vidéo, le titre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser, comment installer et utiliser un outil de modélisation objet et spécifiquement comment dessiner et modéliser un diagramme de classe à travers son code source. Concernant ce diagramme de classe. Mais avant de se lancer dans la pratique, on va parler un peu sur le concept de modélisation. C'est un concept. Donc, le titre de la vidéo, c'est installer et utiliser un outil de modélisation UML qui s'appelle Object ID. Il n'y a pas que cet outil, il y a plusieurs outils. Entre autres, il y a Modelio, il y a Start UML. Donc, il y a plusieurs outils. Moi, j'utilise cet outil-là, Object ID UML Explorer. C'est un outil qui va être intégré ou bien ajouté à l'IDE Eclipse, par exemple. Et il va générer automatiquement le diagramme de classe à partir du code source Java. OK? Donc, il faut consulter cette vidéo aussi. Ça vous aide bien à comprendre. Très important pour tout informaticien. C'est-à-dire, vous voyez que de l'outil. J'ai ici mon code source. Je vais injecter le Object ID UML Explorer. De son site web. Je vais l'ajouter officiel. À mon IDE Eclipse. Et aussi son URL. Puis, vous voyez ici que à partir de mon code source, le nom du projet, je vais source, je vous laisse le package Calculate. J'avais généré je sélectionne bien projet Calculate. Donc à partir de mon code, vous voyez qu'il m'a généré automatiquement le diagramme de classe. De mon projet avec la classe main. Mais pour votre examen, il faut le faire sur la feuille qui contient la classe main et la classe calculatrice avec toutes les vous voyez que j'ai généré ici le diagramme. J'ai la classe. On peut toujours le sauvegarder. Calculate. Donc c'est la fin de cette vidéo. Ici la classe test. Je vais vous lancer d'autres vidéos sur le dessin et la modélisation d'autres diagrammes de comportement. Vous voyez. Merci. Donc c'est grâce. Un petit peu de temps. J'ai généré j'avais déjà écrit le avec une extension UCL. Je sélectionne déjà ici le moment qu'il a dessiné. Et il me génère automatiquement. Le diagramme. Et bien sûr j'ai ajouté ici en utilisant bien sûr Add Software ici. Add Software. On a ici la notion de Add Software. Je vais vers New. Other. Add Software, vous voyez. Donc je vais ajouter vers Object ID classe diagramme pour dessiner mon diagramme de classe. Ici, vous voyez. Bien sûr, le menu de mon IDE, je passe à la fenêtre Help. Je vais installer New Software. Donc je vais installer le Object ID. Vous pouvez utiliser un autre utilitaire. Je clique sur le bouton Add. Vous allez l'intégrer dans l'IDE. Donc je vais avec son nom et son lien. Le nom. Et bien sûr, vous allez l'utiliser pour générer. Donc je vous laisse le soin de son. Donc vous voyez que c'est vrai, je parlais en même temps que la vidéo. Donc l'essentiel, cette vidéo vous montre comment, premièrement, intégrer en utilisant Add Software l'utilitaire à votre IDE et puis générer le diagramme de classe directement à partir de votre code source. Ben c'est bien, c'est le reverse engineering, c'est bien. Le reverse engineering, à partir du code, on génère le diagramme et à partir du diagramme, on génère le code grâce à Modelio, bien sûr. Il y a le reverse engineering en utilisant l'utilitaire ici Modelio. J'ai ici Modelio. C'est un modélateur de UML qui vous permet de générer le code à partir de vos diagrammes. Premièrement, il vous permet de tracer vos diagrammes UML.
c'est un modélisateur UML. Il vous permet de tracer vos diagrammes UML entre autres diagrammes de classe. Et à partir du diagramme, vous pouvez générer automatiquement le code. Et vice-versa. Si on a le code, on peut générer automatiquement le diagramme comme on a vu avec Object ID UML. Ça, c'est l'utilitaire que j'utilise pour tracer mes diagrammes UML. Donc, je vous conseille de l'installer et d'essayer de l'utiliser parce qu'il va vous servir dans vos conceptions des diagrammes UML. La dernière version du UML elle contient presque 15 diagrammes. Donc, cet utilitaire vous permet de tracer tous ces diagrammes. Bien. Maintenant, je reviens à ma correction de l'examen. Donc, une fois que j'ai proposé cette nouvelle... donc, j'enlève l'héritage multiple. Et je vais voir cette nouvelle... Donc, deuxième question. Donner le code Java en tenant compte des attributs constructeurs, getter, setter, convenables à cette nouvelle représentation. Donc, on va donner notre... on va coder. Donc, j'ai lancé mon vidéo Eclipse. Donc, j'ai créé mon projet que j'ai appelé examen. Ok. Vous voyez que j'ai premièrement généré la première classe que j'ai appelée forme. Donc, on doit respecter la notation donnée dans l'examen. Donc, pour votre cas, vous devez le faire sur papier. Donc, j'ai généré la première classe mère qui est la classe figure fermée. Vous voyez que j'ai private int mb figure fermée. Donc, puisqu'il est private, automatiquement, je génère les getters et les setters. Vous pouvez ici cliquer le clic droit, ok, pour ne pas écrire et faire des erreurs d'orthographe, bien de syntaxe. Vous allez vers source et vous allez ici qui va vous générer automatiquement source, générer getter et setter. Il va générer automatiquement. Je vais vous faire un exemple. Parce que ici, ça part pas. Site web officiel et aussi je reviens à mon Eclipse. Donc, je vais enlever les getters et les setters. Vous voyez, j'ai déclaré mon attribut private. Donc, je vais clic droit et je vais aller vers source. Donc, source, ou bien ici vous pouvez utiliser le raccourci Alt-Shift-S. Donc, je vais aller vers, je ne vais pas générer un constructeur, je vais générer un getter et un setter. Donc, je clique sur générer getter et setter. Donc, vous voyez qu'il vous donne, c'est concernant l'attribut nombre fermé, vous allez le sélectionner, vous faites generate. Donc, automatiquement, il vous génère les getters et setters pour éviter l'écriture. Donc, il y a toujours des raccourcis, il faut les utiliser. Bien. Donc, générer cette classe mère. J'utilise les classes filles rectangle, vous voyez. Donc, c'est public rectangle et extends figure fermée. C'est une classe fille de la classe mère figure fermée. Je dois respecter le symbolisme que vous donnez dans la présentation. Donc, j'utilise protected parce que dans la représentation graphique, on a le type d'encapsulation, c'est protected. Type double, donc le type n'est pas spécifique, donc convenablement, la longueur et la largeur est de type double. Et pour le nombre de rectangles, c'est int. Je donne le constructeur ici paramétré, parce que c'est dans la modélisation, vous voyez. La construction, elle est paramétrée. On a le constructeur ici pour rectangle, le constructeur paramétré, longueur, largeur. Donc j'utilise le constructeur paramétré. Ok. Comment je devais enlever ici le nombre de rectangles. D'accord. Bien sûr. Et j'ai aussi la classe fille cercle. La classe void que pour les void, on peut toujours écrire le code selon. Parce qu'on a ici, on vous donne ici la définition des surfaces d'un rectangle, d'un carré, les volumes, le périmètre. Donc on peut toujours coder, c'est-à-dire écrire le code. On va le faire dans la vidéo qui va suivre, dans la suite. Maintenant, on est en train de répondre globalement. On a la classe phi carré, vous voyez, qui est la classe phi de rectangle. Et puis on a cylindre, qui est la classe phi de cylindre, c'est la classe phi de cercle. Et j'ai utilisé la classe main qui va, c'est-à-dire c'est la classe main qui contient la void main. Et ici je génère, je crée je génère des objets selon la question ici donnée. Il y a la dernière question qui concerne
Proposer un code Java qui permet la manipulation d'un tableau à une dimension dont les éléments sont des objets de type cylindre en permettant d'ajouter, de modifier. Donc, pour une première proposition, je vais créer un array. J'ai créé 3 objets de cylindre, bien sûr avec leur constructeur paramétré, donc hauteur et rayon. Et puis, j'ai créé un array list qui s'appelle list et je vais ajouter les 3 objets. Et puis, je vais utiliser la boucle for pour pouvoir faire l'appel à la méthode affichée, par exemple, des 3 objets. Donc, j'ai mon main, je vais bien sûr, et je vais faire l'exécution. Run and run. Quelque part. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a généré, il a affiché les 3 objets avec la méthode affichée. Donc, globalement, ça, c'est le corps, ou bien c'est les différentes classes du code Java qui reflète notre modèle conceptuel ici, qui est le diagramme de classe. Ça, c'est une proposition que je vous ai donnée. Et je vais terminer les autres questions en détail, parce que c'est des questions de cours dans la vidéo qui va suivre. L'essentiel, j'ai répondu aux questions essentielles. Donc, je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo. Merci.